Bonjour Vangelis. Bonjour Margot, merci pour l'invitation. Et merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui sur le studio. Alors Vangelis, on va bientôt être en pleine phase de négociation pour les programmes hôteliers. Les entreprises et les hôteliers vont commencer à répondre aux appels d'offres très bientôt. Comment justement adapter les programmes hôteliers aux nouveaux usages, aux nouveaux comportements des voyageurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'évolution depuis début 2025, sur les changements de comportement des voyageurs? Effectivement, on voit qu'au sortir du Covid, on a beaucoup de choses qui ont évolué. On a vu qu'on avait, avec l'arrivée des visios, avec l'arrivée d'une conscience sur l'empreinte carbone pour les déplacements, avec l'arrivée de plein de nouvelles choses, les usages ont un peu évolué. Le loisir a pris un petit peu plus de place dans les hôtels et donc ça a permis pour eux d'avoir des prix qui étaient un peu supérieurs à ce qui parfois pouvait être négocié dans le cadre de RFP, donc ces fameux appels d'offres que vous évoquiez. Et donc là maintenant c'est intéressant parce que 2025 c'est peut-être le moment où les choses se rééquilibrent. On arrive à la fin justement de ce pouvoir d'achat, ces fameux bas de laine qu'on avait aux sorties de Covid. Pour certains ça paraît un peu loin mais effectivement c'est en train de se tasser un peu. Et là maintenant le mix est en train de se rééquilibrer et revenir un petit peu à ce qu'on avait connu pendant la période post-Covid, donc à peu près l'année 2019 comme étant un point de référence. Est-ce que les prix se stabilisent avant tout? On parlait l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est derrière nous ou il faut encore s'attendre à de nouvelles hausses de prix, en particulier en France? Clairement, on ne va pas avoir des hausses de prix comparables à ce qu'on a pu connaître en 22 ou en 23. On voit qu'on est arrivé un petit peu sur un plateau. Pas de baisse non plus. On ne reviendra pas au niveau. Non, il n'y aura pas de baisse. Ouais. Ça baisse rarement en général pour plein de bonnes raisons et de raisons qui se justifient. Par contre, ce qu'on voit, si on fait un petit panorama rapide ensemble un peu de tous les segments hôteliers, on voit que sur l'hôtellerie ultra économique, le fait qu'il y ait beaucoup moins de chantiers, beaucoup moins de BTP, qui est un segment de clientèle important pour eux, font qu'ils vont avoir besoin de trouver des relais en termes de clientèle. Donc là, clairement, quand il y a un petit peu moins de demande, les prix sont plus sages. On voit aussi que les politiques de voyage des entreprises sont un petit peu à l'économie. On sent que les perspectives ne sont pas euphorisantes en ce moment, bien au contraire. Donc au mieux, on est un petit peu sur la retenue. Donc on voit que très certainement, on va inviter les collaborateurs à choisir peut-être de mieux voyager. Donc mieux voyager, ça veut dire quoi? Peut-être un peu moins, de façon un peu plus raisonnable. Peut-être d'aller visiter des gammes inférieures pour retrouver un rapport qualité-prix qui fonctionne bien pour eux. Et puis il y a aussi une vraie justification. Dans un moment où on demande à tout le monde de faire des efforts, il faut aussi faire des efforts parfois sur le confort. Donc je pense que les hôtels vont pas fondamentalement baisser leur prix parce que c'est arrivé peu de fois, mais on va pouvoir, en jouant sur les segments, retrouver du pouvoir d'achat, notamment y compris pour les entreprises. Mais est-ce que le prix reste toujours le critère numéro 1 concernant en fait le choix des hôtels? Justement, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on en parle déjà, mais on voit vraiment une concrétisation de choix motivés par des écolabels ou alors vraiment en matière de confort, d'inclusivité. Est-ce que ces critères-là sont désormais pris en compte ou ça reste encore pas forcément majoritaire? Alors de façon contre-intuitive, clairement beaucoup plus dans le monde corporate. Parce qu'en réalité, on sait qu'on a des générations, si on prend le loisir, qui sont très attachées à tous ces sujets d'empreinte carbone. Mais on voit que les volumes sont revenus, on voit que les vols pour la Thaïlande l'été, etc. Donc voilà, ça c'est un autre type de comportement qui prend du temps à devenir une généralité, c'est pas encore le cas. Alors que pour les entreprises et même pour les hôteliers, je fais une petite parenthèse pour nos amis hôteliers, s'ils veulent bénéficier de financement, notamment de la part de fonds, ils sont obligés de cocher des cases. Et dans ces cases, il y a des sujets de critères RSE à respecter. De la même façon, les grandes entreprises qui ont pris des engagements en termes de RSE ont besoin que leurs partenaires hôteliers, respectent aussi des engagements qui correspondent à ce sur quoi eux-mêmes se sont engagés. Donc dans les RFP maintenant, de plus en plus, voire maintenant quasiment systématiquement, on va retrouver un ensemble d'éléments, de critères, de responsabilité sociale et environnementale auxquels doivent se conformer les grandes chaînes ou les hôtels s'ils veulent avoir ces clientèles dans leur établissement. Et ça, pour que le voyageur choisisse ce type d'hôtel, qui doit pousser le produit? Est-ce que c'est le travel manager? Est-ce que c'est aux plateformes de distribution de faire en sorte que ces produits soient davantage poussés auprès du consommateur final? Comment est-ce qu'on peut arriver justement à faire en sorte que ce soit du choix du voyageur?
Alors évidemment, c'est l'offre et la demande. Clairement, ceux qui proposent l'offre doivent s'adapter à la demande. Après, je crois que globalement, notre secteur a plutôt bien joué le jeu. Si on reste uniquement sur la France, on a un pays qui déjà est plutôt bien en phase avec tous ces éléments-là d'un point de vue structurel. On a une génétique touristique qui est très bonne, y compris en termes d'empreinte carbone, puisqu'on a un réseau ferroviaire qui est plutôt assez dense. Alors oui, les esprits chagrins peuvent toujours dire qu'il est en train de retrécir et que c'est dommage, mais il reste quand même très dense par rapport à d'autres. On a un sous-jacent énergétique qui est nucléaire. On a donc il n'y a pas de carbone. Pareil, on peut toujours polémiquer, mais il n'a pas de carbone quand même. On a ensuite des normes de construction qui sont très élevées en termes de critères d'isolation, d'économie d'énergie. Et puis, on a aussi des opérateurs et un environnement social, parfois on s'en plaint, ça coûte trop cher, qui est très favorable à tout ça. Donc, en réalité, la France est probablement l'un déjà structurellement des meilleurs élèves en termes de proposition de valeur sur ces critères de la RSE. Donc, à la fois, le secteur a été plutôt proactif à essayer de s'adapter parce que la réalité aussi, c'est que notre secteur est l'un des... continue de l'être. Enfin, on a... Et il continue, et il est impulsé par ces RFP. Et aussi, on sent qu'aujourd'hui, c'est notamment pour les nouvelles générations et pour les entreprises, pour attirer ces nouvelles générations, ils doivent se conformer à ces attentes. Il ne s'agit plus d'être vertueux à l'extérieur, il faut l'être de façon authentique à l'intérieur et que ça se traduise par les achats, par les politiques de voyage. Donc le travel manager est, je pense, au centre de l'impulsion de ces politiques de voyage. Bien évidemment. Et puis quand on parle de voyage d'affaires, on a aussi le MICE, où le MICE, il y a parfois des volumes assez importants. Et je suppose que là-dessus, il y a de plus en plus d'organismes et d'entreprises qui font particulièrement attention quand elles organisent des événements ou des congrès qu'elles doivent délocaliser quelque part. Le MICE, c'était vraiment la très grande surprise ces dernières années en réalité, parce qu'on a vu que... qui monte vraiment en puissance. Oui, le fait que le télétravail soit venu, il nous manque de moments de socialisation au sein de l'entreprise. Donc ça ne s'effectue plus autant autour de la machine à café. Donc il faut recréer ces moments de cohésion et ces moments de rassemblement. Et il a aussi changé. Donc à la fois, on a de plus en plus de petits événements parce que c'est des équipes plus petites qui ont besoin de recréer de la cohésion, de se rencontrer. C'est de moins en moins des événements entre guillemets formels, avec des boardrooms, avec un setup qui est classique. Au contraire, on va avoir besoin de pousser la créativité, de pousser l'échange. Et donc, l'usage a évolué. Et donc, les hôteliers ont su aussi s'adapter et proposer des choses qui sont peut-être plus créatives, plus ludiques, plus playful pour faire des bons anglicismes. Et donc, il y a une nouvelle demande qui est en train d'arriver et c'est tant mieux parce que comme on l'évoquait tout à l'heure au début de notre échange, on voit que individuellement, les volumes ont tendance à se maintenir, peut-être un peu se tasser, mais à l'inverse, on trouve d'autres relais comme le MICE qui viennent ramener du volume pour les hôteliers et des occasions de voyager à forte valeur pour les entreprises. Et concernant la durée de séjour, alors on a entendu un petit peu partout que cette durée avait évolué à la hausse. Est-ce que vous confirmez ça? Et qu'est-ce que ça... quelle est la finalité en fait de cette évolution de la durée du séjour? On nous parle beaucoup en ce moment du produit appart-hôtel, où le choix de la part des entreprises de louer même totalement des appartements ou des propriétés et les mettre à disposition de leurs collaborateurs. Est-ce que ça aussi, c'est une nouvelle façon en fait de consommer, de faire voyager ces collaborateurs au sein des entreprises qui ne choisissent pas forcément l'hôtellerie classique, on va dire? Ça a été un des grands défis des travel managers, c'était de s'adapter aux nouveaux usages. Et donc aujourd'hui, en tout cas il y a quelques temps, c'était pas possible de partir jeudi, vendredi en déplacement et de rentrer dimanche soir. Alors que finalement... D'ailleurs ce matin on nous disait le jeudi est le nouveau vendredi. Voilà. En tout cas, donc il faut s'adapter, il faut être flexible. C'est une demande des collaborateurs. Ça a amené pas mal de contraintes sur le duty of care, de savoir où sont les collaborateurs, quand commence, où s'arrête la responsabilité en ce qui concerne l'entreprise. Donc tout ça a beaucoup évolué et je trouve que le secteur est vraiment en passe d'intégrer toutes ces évolutions. Et donc c'est d'être aussi plus flexible sur le format de l'hébergement. Et donc le fait d'avoir des formats qui apportent plus de confort et de bien-être au sens de l'espace, parfois. Donc un appartement, une résidence hôtelière offre aussi ces avantages-là avec une petite cuisinette, etc. Donc on voit que maintenant, on va demander d'optimiser les déplacements, c'est-à-dire d'en faire moins, mais peut-être un peu plus long. On voit que dans les grandes métropoles françaises, on a quasiment gagné un jour. C'est un peu comme le nombre d'enfants par femme, c'est 1,2, 1,3 dans les grandes métropoles. Là, on est en passe de se rapprocher des 2. Donc, on voit clairement qu'il y a une tendance à l'augmentation du nombre de jours et que la séparation
hermétique qu'il y avait entre un comportement affaires et un comportement loisir a volé en éclats. Et donc de retrouver des choses, on va pouvoir faire une pause le soir, on va pouvoir retrouver de l'espace, on va pouvoir se faire à manger simplement parce que ça coûte aussi finalement de manger dehors, etc. Tout ça fait qu'on peut redéfinir des nouvelles frontières dans le format de l'hébergement et c'est de plus en plus adopté par les entreprises et aussi plébiscité par les collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. Merci Margot.